Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Wamoun Meshkenou marche en solidarité aux survivants des pensionnats à l'occasion de la venue du pape. Je suis affligée. Le pape François doit présenter ses excuses pour les abus commis dans les pensionnats catholiques. Vont-elles vraiment panser les blessures? En entrevue, Ouidia à la rivière de Mikana. Koué, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une marche en solidarité aux survivants et aux survivantes des pensionnats à l'occasion de la venue du pape est en cours. Plusieurs Premières Nations ont répondu à l'appel pour marcher de Mashtuyats aux plaines d'Abraham pendant 7 jours. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Voilà le départ tant attendu des marcheurs qui marcheront ensemble. 13 marcheurs des nations Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Naskapi et Wendat forment le groupe. Traverser 275 km à travers le parc des Laurentides à pied. Leur but, se rendre aux plaines d'Abraham à Québec le 27 juillet à l'arrivée du pape François. On va se passer le drapeau? Oui. Jay Launière-Mathias de l'organisme à but non lucratif de Wamoun Meshkenou est l'un des organisateurs. Puis ce qu'on avait envie de faire, c'est d'offrir une occasion aux gens de se rassembler autour des survivants, des survivantes, des pensionnats. Je pense que c'est important de se rappeler là, les raisons pour lesquelles le pape vient au pays. C'est pour présenter ses excuses. Alors que la marche a commencé dans la bonne humeur, ses sentiments pourraient changer rapidement. Dr Stanley Volant est le président de Wamoun Meshkenou. Il dit que vous n'avez pas besoin d'être médecin pour savoir que la marche est un grand défi. Marcher aussi longtemps sur la chaleur, ça peut être très difficile physiquement, ça peut être difficile pour les pieds, mais cette douleur-là, elle représente un peu tout ce que l'on a subi depuis 500 ans. L'inconfort physique n'est qu'une partie du défi. Alexandre Dumais-Dubé de Kidigan-Zibi appréhende son trajet. Il affirme que sa motivation à passer ces 275 km va se trouver dans la force que les enfants ont eue durant leur passage au pensionnat. J'ai l'impression de porter quelque chose avec moi. Je peux pas le nommer, mais je pense à ma tante Jacqueline. C'est la seule des frères et sœurs à ma grand-mère qui ont vécu en pensionnat. Elle est encore vivante aujourd'hui. Elle a fréquenté le pensionnat de Mastéache. Je pense à eux, mais je pense également à ma grand-mère. Je pense à tous les membres de ma famille, tous ceux qui vivent encore le trauma intergénérationnel. Chantal Nicoué est une survivante du pensionnat de Pointe-Bleue, un des derniers pensionnats à fermer au Québec. Elle a mis sa vie sur pause pour faire la marche. J'ai pensé à mon père, puis j'ai pensé à moi, parce que je le porte en moi, ça, puis je veux me libérer de ça. Casser la chaîne, comme on dit, pour l'avenir qui s'en vient. Selon le chef Gilbert Dominique, les excuses du pape est une étape importante dans le processus de guérison. Il ajoute que dans le processus de pardon, il est important qu'il y ait réparation. Surtout qu'il est le fils d'anciens pensionnaires, puisqu'il comprend mieux ses parents depuis seulement la dernière décennie. Bon, maintenant, concrètement, moi, je vais m'attendre à ce que l'Église s'engage à réparer les torts qu'elle a contribué à faire et entame avec les Premières Nations une démarche pour voir comment est-ce qu'elle pourrait réaliser cette étape-là. Pour d'autres, il y a moins d'émotions contradictoires. Thérèse Télèche-Bégin, survivante des pensionnats, dit que la venue du pape est très importante pour elle. Ça me fait chaud au cœur de vous dire ça. Nous sommes fiers de notre Saint-Père qui vient pour le peuple autochtone aussi et pour toutes les nations aussi. Les marcheurs arriveront à Wendake le 26 juillet. Commémoration, prières et cérémonies y sont prévues en soirée. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Mashtuyat.
Le compte à rebours d'un an avant la cérémonie d'ouverture des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 a été lancé. L'événement fera appel au sport pour rassembler des jeunes autochtones de partout au Canada. Un reportage d'Angel Moore. La danse et la musique traditionnelle Mi'kmaq ont contribué à lancer le compte à rebours. Dans un an, Halifax accueillera 5000 athlètes autochtones. Fiona Kirkpatrick Parsons est présidente de la Société haute des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2023. Elle attend impatiemment le début des Jeux. We are so excited. 1 year is going to fly by, and we cannot wait to host almost 5,300 beautiful Indigenous youth from all across Turtle Island, right here in Chipuktuk. À l'origine, les GAAN devaient se tenir l'an dernier, mais la pandémie les a retardés. Kirkpatrick Parsons affirme que tout est prévu si une autre vague survient. We have no thoughts that it's going to be postponed again. We are definitely all systems go. We don't anticipate it'll be postponed, but if in the event it had to be, we would deal with it at the time, and we would regroup and we would keep going because it's going to be happening in Chipuktuk no matter what. 16 événements sportifs se dérouleront à 21 endroits à Halifax et dans la Première Nation de Millbrook. Les partenaires de soutien ont engagé plus d'$1 million. L'un d'entre eux est Atlantic First Nations Water Authority. Et Carl Yates, son chef de la direction par intérim, affirme que les jeunes sont l'avenir. We're trying to build capacity within First Nations, so why not try to make connection with young adults who are striving for excellence? So we're hoping we can connect with them and they can connect with us. So that's why we're here. Les Jeux se dérouleront sur une période de 8 jours. Ils visent à mettre en valeur la culture Mi'kmaq et à créer les liens avec la communauté. These games are life-changing for Indigenous youth. You know, the youth compete very hard to get to the games, and you know, when they come, they meet friends from all across Turtle Island. Les athlètes qui formeront les équipes seront choisis après les essais cet été. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. On a dit de lui qu'il était le meilleur athlète au monde. À présent, Jim Thorpe reprend la place qui lui revient sur le podium. Monsieur Thorpe était membre de la nation Saxe-Fox, située en ce qu'il est aujourd'hui l'Oklahoma moderne. Il est considéré comme un héros emblématique parmi les Autochtones. Aux Jeux olympiques de 2012, il a battu des records et a remporté des médailles d'or en décathlon et en pentathlon. Mais il a été dépouillé de ses médailles après qu'il ait été découvert qu'il avait été payé pour jouer dans les ligues mineures de baseball juste avant les Jeux olympiques. Le montant qu'il a reçu ne couvrait que le logement et les repas. Le comité olympique a effacé ses records et a repris ses médailles. Monsieur Thorpe est ensuite devenu joueur de baseball dans les ligues majeures, mais il ne s'est jamais remis de sa perte. À la fin de la semaine dernière, des partisans avaient de quoi se réjouir, puisque les efforts qu'il déploie depuis une décennie ont porté fruit. Monsieur Thorpe est redevenu un médaillé d'or et ses records figurent de nouveau dans les livres d'histoire. Après la pause, le pape François doit présenter ses excuses pour des abus commis dans les pensionnats catholiques. Auront-elles l'effet recherché? Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, le pape François doit présenter ses excuses pour les abus commis dans les pensionnats catholiques. Tina House se penche sur les sentiments des survivants à l'égard de cette visite et se demande si elle contribuera à panser les blessures profondes du passé. Lorsque la délégation autochtone s'est rendue à Rome à la fin du mois de mars, on espérait vivement que le fait de parler au pape François permettrait de passer à l'étape suivante de la guérison. Angie Crerar, une survivante des pensionnats, a maintenant 85 ans. Elle a raconté son histoire au pape. We help each other, we support each other, and one thing we have now is our pride. They did not break us. We're still here. Après 3 jours d'audience privée entre le pape et les délégations des Métis, des Premières Nations et des Inuits, le pape François s'est adressé au grand public le dernier jour. Listening to your voices, I was able to enter into and be deeply grieved by the stories of the suffering, hardship, discrimination, and various forms of abuse that some of you experienced.
particularly in the residential schools. It's chilling. Mais peu de gens soupçonnaient que ces réunions se termineraient avec ces paroles tant attendues. For the deplorable conduct of these members of the Catholic Church, E vorrei dirvi di tutto cuore, sono molto addolorato. E mi unisco ai fratelli vescovi canadesi. I ask for God's forgiveness, and I want to say to you with all my heart, I am very sorry. L'ancien chef national Phil Fontaine explique que, comme bien d'autres, il a été surpris par ces excuses. I didn't think he would say, I am sorry. I didn't think I would hear him say how he felt shame for and guilt for what the church did to our people, and that he was prepared to come to Canada. Le pape François doit présenter formellement ses excuses aux survivants des pensionnats et à leurs familles à Edmonton le 25 juillet. Ralph Leon est aujourd'hui le chef de sa collectivité, mais à l'âge de 10 ans, il a été forcé de fréquenter le pensionnat situé juste à l'extérieur de Mission, en Colombie-Britannique. I haven't come back here because of what's still in my mind, what I witnessed here, the mental abuse, physical abuse, sexual abuse, verbal abuse that I witnessed here. Ralph Leon affirme que l'Église doit en faire plus pour prendre en considération les difficultés continues des peuples autochtones. There needs to be a plan, a recovery plan for our people. Like I said, we're like a broken people still. This is only one residential school. There's still the Scoop, foster care, day school, all those things. And it started where? Tony Belcourt de Lac-Sainte-Anne en Alberta se dit préoccupé par ce qui se passera une fois que les excuses auront été présentées. For a long time, the people in the community have been trying to get the church to turn over records of our graves. We have an unmarked grave site. There was a cairn put up there by our people a long time ago, but it doesn't cover the full footprint of the grave site itself. So, and that footprint goes right out to where this new paved road is. So, the horrible thought I have in my head is, thousands of people standing on our unmarked graves right beside that paved road so they can wave to the Pope when he goes by. Geraldine Shingus, une survivante des pensionnats du Manitoba, affirme qu'elle n'est pas certaine de la façon dont cette visite sera accueillie par les autres survivants au Canada. The whole intent of this visit, I see it as a photo op, and as a, it doesn't come across truthful. Shingus affirme que bien que le pape n'ait fait aucune mention des tombes anonymes d'enfants qui ont été enterrés près des pensionnats, elle espère que cette visite permettra de mettre l'accent sur ce qui s'est passé. They're saying there's reconciliation and healing that they want to bring, or we can't have that without the truth, of our experiences. That genocide that happened in residential school. Pendant des années, on a entendu des histoires sur les horreurs qui ont lieu derrière les portes closes. Des histoires d'abus horribles subis par les survivants qui ont été racontés à maintes reprises. Mais peu d'entre eux ont été entendus. Et ces traumatismes ont ensuite été enterrés. Ces traumatismes ont cependant laissé des traces, se traduisant souvent par une vie de tristesse, de toxicomanie et de chaos. Pour les milliers d'enfants qui ont survécu, la douleur s'est également transformée en traumatisme intergénérationnel alors qu'ils grandissaient et fondaient leur propre famille. Pour beaucoup d'entre eux, même ceux qui n'ont jamais fréquenté de pensionnat, le traumatisme n'a jamais été complètement guéri. Il est donc juste de se demander dans quelle mesure les excuses officielles du pape permettront de tourner la page.
Les Autochtones de tout le pays sont sur le point de le découvrir. Un reportage de Tina House, nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Aujourd'hui, dans la Première Nation de Masquatchis, en Alberta, le pape François a parlé à une foule comprenant plusieurs survivants des pensionnats. Voici ce qu'il a dit. Je suis ici, parmi vous, parce que la première étape de ce pèlerinage pénitentiel, c'est de renouveler ma demande de pardon et de vous dire de tout cœur que je suis profondément affligé. Je demande pardon pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones. Je suis affligé. Je demande pardon, en particulier pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l'indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque qui ont abouti au système des pensionnats pour autochtones. Au retour, nous vous présentons la deuxième partie de notre entrevue avec Ouidia Larivière de Mikana. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine dernière, nous avons présenté la première partie de notre entrevue avec Ouidia Larivière de Mikana, organisme œuvrant pour la sensibilisation des réalités autochtones au Québec. Et nous avons abordé des préjugés envers les Autochtones qui ressortent encore dans la société québécoise. Alors, nous vous présentons la deuxième partie de notre entrevue abordant leur boîte à outils pour la décolonisation. La voici. Oui, Ouidia Larivière, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, merci pour l'invitation. Puis, pourquoi avoir fait votre tout dernier document, parce que vous avez un nouveau bébé dans vos documents, dans vos ressources, la boîte à outils décoloniale, que l'on retrouve dans votre site web. C'était quoi le but de ce document-là, en fait? Oui, bien, en fait, c'est comme chez Mikana, on est vraiment beaucoup en réflexion sur comment on va valoriser les expertises puis les voix autochtones, mais sans fatiguer les personnes autochtones. Puis on a réalisé que d'accepter toutes les demandes d'ateliers puis de formation, c'était vraiment fatigant. Puis qu'il y a vraiment comme une limite aussi à ce qu'on peut faire en tant que personne et organisme autochtone, parce que là, il y a comme une prise de conscience collective là, au sein de la société, des sociétés québécoises, canadiennes par rapport aux questions autochtones. Puis là, il y a plein de gens qui veulent être formés. Mais c'est ça. Nous, on ne peut pas tout le temps comme venir animer des ateliers, des formations. Donc, le parcours éducatif, la boîte à outils décoloniale, on a regroupé des outils qui sont faits par des personnes ou des organismes autochtones et qui sont gratuits, que les gens peuvent aller consulter en ligne. Donc, dans la boîte à outils, on indique un ordre précis là, où est-ce que les gens peuvent aller en fait, s'éduquer eux-mêmes sur les réalités autochtones, parce qu'il existe tellement de choses en ligne qui ne sont pas nécessairement valorisées. Des courts-métrages, des articles, des outils qui sont créés par plusieurs organismes autochtones. Donc cet outil-là sert à guider les gens qui veulent aller s'auto-éduquer eux-mêmes en ligne, sans toujours devoir demander à des personnes ou des organismes autochtones de venir les former ou d'animer des ateliers, parce que c'est rendu humainement impossible de répondre à toute la demande en ce moment. Puis en même temps, c'est la responsabilité aussi des personnes autochtones aussi de s'éduquer. Il faut partager cette responsabilité-là de lutte à la discrimination et le racisme envers les peuples autochtones. Puis dans tout votre travail que vous faites de la sensibilisation sur les réalités autochtones, ça fait plusieurs années que vous roulez, voyez-vous une différence ou du changement depuis que vous avez commencé à faire ça?
Mais moi, personnellement, depuis une dizaine d'années, je vois là, une différence. Il y a 10 ans, j'étais impliquée dans le mouvement I Don't Know More. C'était comme juste avant que je fonde Mycana puis que je m'implique chez Mycana. Je pense que tranquillement, les mentalités changent. Je le vois aussi là, chez les nouvelles générations qu'il y a moins de préjugés, un peu plus de sensibilité. Donc oui, les choses changent, heureusement. Et en même temps, il faut quand même constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais oui, c'est ça, il faut continuer le travail, continuer à partager le travail qui est fait par les organismes autochtones. Il faut continuer comme ça. Et c'est ça, le travail est amorcé. Il faut le continuer justement dans une perspective justement de lutte contre le racisme et la discrimination. Parce que nous, c'est de cette manière-là qu'on veut contribuer, c'est à travers l'éducation et la sensibilisation. Pendant que vous me parliez, j'ai comme une question qui m'a popé, je me permets de vous la poser. Oh, oui. Quand les gens, les non-autochtones parlent à des autochtones, souvent les autochtones ont besoin de dire « moi, je suis pas raciste ». Souvent, ils ont besoin, la personne a besoin de justifier quand il aborde les autochtones. Je ne suis pas raciste. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, je dirais que la phrase « je suis pas raciste, mais » c'est toujours un mauvais signe. Mais je pense que ça représente aussi, plus globalement, ce qu'on a réalisé chez Mycana, c'est que toute la question de la sensibilisation et de l'éducation, ça amène beaucoup d'inconfort chez les allochtones. Ça peut amener de la culpabilité, un sentiment d'impuissance. Ça peut faire vivre des émotions qui vont faire en sorte que les gens vont arriver aussi avec des commentaires comme ça. « Oh mon Dieu, je me sens coupable, je vais dire tout de suite que je suis pas raciste. » Tandis que comme toutes les discussions sur la lutte contre le racisme, ça nécessite aussi une auto-réflexion puis des dialogues aussi courageux et authentiques dans lesquels on se permet aussi de se demander comme de quelle manière justement est-ce que peut-être inconsciemment ou sans le vouloir, même si j'ai les meilleures intentions du monde, est-ce que je contribue justement encore à la situation actuelle envers les peuples autochtones. Donc, je dirais qu'au-delà de la transmission des connaissances sur des notions de base, c'est vraiment un des gros défis, c'est de toute la sensibilisation sur le savoir-être et le savoir-faire, si je peux dire, en termes de relations entre autochtones et allochtones. C'est quoi les bonnes manières de travailler justement avec les organismes autochtones? C'est quoi les manières appropriées de contacter les communautés autochtones? De quelle manière? Il y a toutes ces réflexions-là aussi, au-delà de partager les notions de base. Puis c'est ça. Fait que je pense que ça reflète aussi là, c'est ça, les inconforts qui peuvent être vécus par les personnes allochtones qui sont en processus d'apprentissage sur le sujet. Miigwech, Widia Larivière. Merci, Miigwech, ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Wenusich.